est peut-être temps d'aller plus loin avec nos experts, justement pour répondre à toutes les questions, reprendre les grandes pathologies de l'enfant, de l'oreille de l'enfant, les troubles des apprentissages. D'ailleurs, une question qu'on se posera également, le rôle entre l'oreille et ce cerveau, comment il décode, etc. C'est pas forcément, quand on est un petit peu à l'extérieur du sujet, évident de comprendre ce rôle entre ces mécanismes de l'oreille, les zones du cerveau, comment ça marche ce truc. C'est des choses quand on va sur le terrain dans les écoles, on reprend. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans ce trou, là, dans ce conduit auditif et derrière, comment ça marche, c'est pas forcément évident. Donc on va reprendre, et on ira plus loin sur les prises en charge, bien entendu, de manière beaucoup plus experte, sur les prises en charge de l'enfant, quel que soit l'âge. Professeur Puel, je vous laisse peut-être ouvrir cette table ronde avec nos experts. Donc je vais appeler sur scène nos experts. Donc le professeur Tessier de l'hôpital Robert Debré, le professeur Parietti du CHRU de Nancy, le professeur Ang Taïwan de HFME et de l'hôpital Édouard Herriot à Lyon. Également la vision des audioprothésistes pour la prise en charge pédiatrique des enfants, parce que c'est important derrière quand on a décelé, quand on a repéré, de bien accompagner, de manière à permettre à l'enfant de poursuivre son petit chemin, son petit bonhomme de chemin, j'allais dire, correctement dans les classes, etc., en milieu dit ordinaire, qui n'est pas forcément un terme très joli. Il faudrait peut-être qu'on en invente un, la JNA. Christian Renard, audioprothésiste à Lille avec un pôle pédiatrique. David Tran, également en audioprothésiste pédiatrique à Paris. Vous voyez, on a un petit peu les territoires de France ici présents. Alors, effectivement, peut-être, professeur Tessier, les grandes pathologies de l'enfant, reprenons un petit peu les fondamentaux pour le grand public, et on viendra également sur les rôles, il y a beaucoup de questions sur les rôles des acteurs sur le terrain. Donc, dans les pathologies de l'enfant, je pense qu'il est important, tout d'abord, derrière le mot surdité, de décrire deux types de surdité qui ne vont pas nécessairement avoir la même prise en charge. La surdité de transmission qui est liée au fait que le son a du mal à arriver jusqu'à l'oreille, et la surdité neurosensorielle qui, elle, est des dégâts qui peuvent être à l'intérieur de l'oreille. Et ce qui, de ces deux profils, vont se raccrocher différentes pathologies. La surdité de transmission, elle va être très fréquente, et c'est même la plus fréquente chez l'enfant, en particulier avec l'otite séreuse, ce liquide qui est derrière le tympan, qui va gêner la progression du son jusqu'à l'oreille, qui va concerner très facilement les enfants en bas âge, éventuellement dans les suites d'une otite moyenne aiguë ou pas. On peut aussi avoir des otites moyennes aiguës qui peuvent, du fait de la présence de pus, gêner l'arrivée du son jusqu'à l'oreille. Après, bien sûr, on peut avoir aussi des malformations, des pathologies chroniques de cette oreille pour ce qui est des surdités de transmission. Et à côté de ça, on va avoir les surdités neurosensorielles, pour lesquelles la grande majorité va être plutôt de cause génétique chez le jeune enfant. Et puis avec ça, on peut aussi avoir du coup la sensibilité au traumatisme sonore et la survenue plus tard d'une surdité neurosensorielle par traumatisme répété, comme ce qui a été évoqué ce matin. Donc un petit peu les deux grands schémas de ces surdités et de ces pathologies chez l'enfant. Je ne sais pas si c'était un petit peu l'idée. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour ce parcours des pathologies de l'enfant. Alors, on a beaucoup de questions sur ces fameuses otites séreuses. On en a beaucoup à l'association, mais là, sur Zoom, avec cette question des yo-yo qui intéresse beaucoup les parents. À quel moment on met des yo-yo? Qu'est-ce que ça va provoquer? Pour qu'on en pose? Voilà, j'ai quelques questions sur Zoom là-dessus, sur ces otites séreuses qui interpelle un peu les parents, parce que c'est vrai que c'est une pathologie qui est fréquente chez les enfants de moins de 6 ans. Avec ce questionnement derrière, est-ce que mon enfant va automatiquement avoir une perte légère ou qui va devenir plus significatif dans 10, 20 ans? Donc l'otite séreuse est là pour la majorité transitoire. Elle peut rester plus ou moins longtemps. Elle peut être juste à la suite d'une otite moyenne aiguë, mais on ne s'en inquiétera qu'à partir du moment où elle va rester en place plus de 3 mois.
Donc, ce n'est pas sur un diagnostic initial d'otite séreuse qu'on va se précipiter sur une pose de yo-yo. On va évaluer le retentissement de cette otite séreuse, parce que qui dit otite séreuse, il n'est pas nécessairement un retentissement auditif. Et c'est là où on voit une grande variabilité en fonction des enfants. Et c'est l'audiogramme qui va nous permettre d'avoir un seuil, alors en fonction, je dirais, des recommandations, 25-30 décibels, en dessous duquel on va être juste attentif, sous réserve que l'enfant développe bien son langage et ne soit pas gêné à l'école. Au-dessus de 25-30 décibels, le plus souvent, il y a un retentissement dans les apprentissages, un retentissement scolaire, et à ce moment-là, on propose la pose de yo-yo. Alors, qu'est-ce que c'est un yo-yo ? On fait un petit trou dans le tympan, on insère un petit aérateur, qui est un petit tube de plastique, qui va permettre d'équilibrer les pressions de part et d'autre, et de ce fait, normaliser l'audition. L'audition, normalement, doit être revenue à la normale une fois que cet aérateur, tant que cet aérateur est en place. Cet aérateur peut tomber spontanément ou être retiré à distance. À la chute de cet aérateur, le plus souvent le tympan se referme et là, on peut ou pas avoir la réapparition de cette otite séreuse et donc peut par ce biais expliquer qu'on peut être parfois amené à mettre plusieurs fois des yo-yo chez ces enfants chez qui cette otite séreuse récidive. Mais en théorie, on est habituellement face à une surdité qui peut justifier la pose de yo-yo entre 30 et 50 décibels et qui se normalise après la pose de yo-yo. Une question sous Zoom pour les journalistes enfants. Qui écrivent pour les parents, pour informer les parents, comment un parent peut repérer que son enfant a ce type d'otite ? Parce que l'otite externe fait mal, donc l'enfant va vite réagir. Par rapport à l'otite séreuse, c'est ça, professeur Tessier ? Alors, l'otite séreuse est le plus souvent complètement indolore, et c'est important aussi de bien différencier les otites moyennes aiguës qui vont être douloureuses et les otites séreuses qui le plus souvent ne le sont pas. Elles sont plus vécues comme une gêne, un petit peu comme si vous aviez un gros coton dans l'oreille et que vous entendiez moins bien le son. Donc, c'est des enfants chez qui on va être amené à répéter, parler plus fort, éventuellement. Pour les plus petits, un décalage dans l'apparition des mots, dans l'apparition des phrases, dans la construction, dans la répétition des mots. On voit en fait, comme ils entendent moins bien, ils arrivent moins bien à produire. Vont mettre le son de la télé plus fort parce qu'ils ne vont pas percevoir au son, à l'intensité sonore habituelle. Donc, tous des signes indirects pour montrer qu'en fait, ils n'entendent pas à notre niveau sonore habituel. Et ils sont fatigués, ils sont parfois un petit peu plus énervés parce qu'ils ont plus de difficultés à se concentrer en classe, parce qu'ils sont obligés d'être en permanence derrière à se concentrer, à entendre ce que la maîtresse dit. Et c'est vrai que c'est pas être des enfants plus irritables ou plus difficiles à se concentrer aussi dans les signes indirects. Merci pour tous les parents et les journalistes qui vont informer les parents de cette précision. Effectivement, on a vu dans l'enquête également ce rôle, les parents évoquent l'impact du bruit sur les apprentissages. Professeur Parietti et professeur Ang Taïwan sur troubles d'apprentissage, on viendra avec vous, professeur Ang Taïwan, sur troubles d'apprentissage et troubles auditifs. Professeur Parietti, là, sur les apprentissages, effectivement, quel est ce lien pour quelqu'un qui est à l'extérieur du monde de l'audition, où souvent on nous a expliqué comment l'oreille marchait jusqu'à la cochlée et on n'a pas forcément fait le lien avec le cerveau. Comment, pour les néophytes, comment ce lien avec toutes ces zones du cerveau, comment ça s'éclaire là-haut, comment ça décode ? Alors, on dit souvent au niveau des apprentissages qu'il faut 10 décibels pour entendre, 20 décibels pour comprendre et 30 décibels pour apprendre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est facilement accessible à la compréhension des parents. Et c'est ce qui explique qu'au-delà, comme l'a dit le professeur Tessier, de 30 à 50, au-delà de 30 décibels de perte auditive, chez les enfants, il y a une mise en jeu des apprentissages scolaires, une mise en jeu de l'acquisition du langage chez les plus petits, avec les risques de difficultés scolaires et qui ont souvent des spirales assez négatives. Et c'est pour ça que se discute alors une prise en charge médicale, voire chirurgicale. On a repéré, et vous notamment, professeur Ang Taïwan, à HFME, vous parlez beaucoup des troubles des apprentissages, troubles auditifs, en lien avec également les enfants diagnostiqués 10.
Est-ce que vous pouvez nous éclairer dans ce complément par rapport aux apprentissages? Ah oui, si vous me permettez, je ferai juste un préambule pour compléter ce que Mme Tessier et Mme Perrietti viennent d'énoncer très clairement sur la pathologie de l'oreille moyenne et puis la sensibilité auditive qui est nécessaire pour l'apprentissage. Moi, je voudrais juste dire en préambule que pour les spécialistes de l'oreille interne, en l'autoneurologie, on sait bien que le petit, et c'est très difficile d'avoir un retour de l'enfant sur une pathologie de l'oreille interne, qu'elle touche la composante de l'audition ou la composante de l'équilibre. Et donc ça nous amène à être, nous les praticiens ORL, extrêmement vigilants à ces pathologies, ces conditions, et savoir les repérer, les dépister. Parce que très souvent, on parle de concept de vicariance, parce qu'il y a plusieurs modalités sensorielles qui vont intervenir, mais un petit va donner le change pour toute autre pathologie. Dans le cas de l'équilibre, ça peut être une pathologie digestive, et dans le cas de l'audition, eh bien, ça peut très souvent passer à côté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce qu'on a ou pas aujourd'hui des moyens pour réaliser dans ce pays un dépistage de masse à large échelle? La réponse est oui. On a développé, et notamment grâce à l'équipe du professeur Puel à Montpellier, un outil qui est un outil de compréhension de la parole dans le bruit. Alors cet outil, il est gratuit, téléchargeable sur tous les téléphones, les smartphones, et il a pour avantage de mesurer cette compréhension de la parole dans le bruit en utilisant un matériel verbal. Par verbal, il faut en fait comprendre des chiffres. Donc on est indépendant du niveau langagier de l'enfant ou de l'adulte d'ailleurs, et c'est extrêmement intéressant. Donc on peut faire un dépistage à large échelle. L'intérêt de faire un test dans le bruit, c'est que c'est relatif. On mesure une capacité de compréhension qui est liée à un rapport entre le signal de la parole et celui du bruit. Et si ce test est anormal, on peut ensuite référer vers des spécialistes. Je pense que ça, c'est déjà apporté une réponse. Alors pour répondre maintenant spécifiquement à votre interrogation sur les troubles d'apprentissage, la littérature scientifique montre que 30% au moins des enfants qui présentent en France et ailleurs un trouble des apprentissages, qu'il soit par exemple en lien avec une dyslexie, ou bien un trouble du développement du langage oral, trouble neurodéveloppemental du langage oral, anciennement dysphasie, eh bien, présente ce qu'on appelle un trouble central de l'audition. Qu'est-ce que c'est ? Il faut savoir que la maturation des voies auditives, tous les relais nerveux qu'il y a entre l'oreille interne et le cerveau, maturent lentement et longuement après la naissance. On pense au moins jusqu'à 12 ans et des fois même jusqu'à 16 ans. Tant que cette maturation n'est pas faite, eh bien, certains enfants peuvent avoir des difficultés de compréhension, en particulier dans le bruit. Deuxièmement, des difficultés pour localiser une source sonore. Et ensuite, c'est très important pour l'apprentissage du langage et pour l'écriture, discriminer des sons, des phonèmes qui sont proches. Alors, est-ce qu'on a ou pas des moyens pour y faire face ? Je vous l'ai dit, il y a des outils de dépistage, mais il faut savoir également que dans le cadre de la mise en place en France de la loi du 100% santé audition, aujourd'hui, on rembourse en France des systèmes qu'on appelle des systèmes haute fréquence, HF, pour aider l'enfant en trouble des apprentissages avec un trouble central de l'audition à mieux percevoir. C'est très important parce que ça peut vraiment changer les parcours. C'est pas quelque chose qui nécessairement sera porté ensuite lorsqu'il sera adulte, mais durant les temps d'apprentissage et à l'école, il suffit que, comme vous, Sébastien, aujourd'hui, l'enseignant ait un micro-cravate et l'élève reçoit directement le message d'intérêt non pollué directement dans le conductif externe. Et vous dites, professeur Hong Taïwan, que c'est 100% pris en charge. Exactement. C'est effectivement un combat que nous avons mené ensemble, dont souvenez Sébastien et Jean-Luc il y a quelques années. Et c'est une bonne nouvelle. Quand il y a bonne nouvelle, il faut le dire, il faut être très, très, très positif et insister. On prend en charge aujourd'hui les troubles centraux de l'audition. Donc ça, c'est vraiment la partie
sur laquelle vous m'interrogez, qui est le lien entre l'oreille interne et le cerveau. Mais évidemment, et Madame Tessier l'a très bien dit, la première cause de consultation pour un trouble de l'audition chez l'enfant, c'est évidemment l'autisérose. J'ai entendu là, la maturation, j'ai entendu la maturation jusqu'à 12 ans. Si je fais le lien avec les chiffres de 4 enfants sur 10 qui écoutent entre 1 heure à 4 heures par jour, selon les parents, hein, quel impact sur cette maturation? Est-ce qu'il y en a une ou est-ce qu'on la verra plus tard? Alors, l'exposition à des bruits relativement acceptables mais répétés n'a généralement pas d'impact immédiatement. Mais on va piocher dans un capital audition progressivement et ça a été clairement démontré dans des études scientifiques. Il va y avoir un vieillissement qui est plus précoce et plus prématuré que chez quelqu'un qui n'a pas été exposé au bruit. Moyennant quoi, si on fait des audiogrammes chez ces enfants qui écoutent 4 heures par jour, l'audition reste normale parce qu'il y a des phénomènes de compensation qui minimisent qui permettent de minimiser l'atteinte, donc il n'y a pas de perte auditive alors qu'il y a déjà des premiers dégâts. Donc les premiers dégâts, ils seront beaucoup plus tangibles de façon retardée et donc on se retrouve à 40 ans avec un audiogramme de personnes de 60 ans, voire 70 ans. Donc le but n'est pas d'interdire, d'autant plus que tout ce qui est musique amplifiée ou le contexte du loisir possède une dimension hédonique, donc on a toujours tendance à sous-estimer l'impact. Donc je pense qu'il faut former, informer, accompagner et chez les moins de 10 ans, l'enjeu c'est de donner des bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'on peut faire plutôt que qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, quand le but n'est pas d'interdire, en particulier pour les professionnels de santé que nous sommes, le but n'est pas d'interdire les parents d'emmener les enfants dans des concerts. En plus, ça a quelque chose de très culpabilisant pour les parents qui sont, comme vos chiffres l'ont montré, généralement très inquiets de la santé de leurs enfants. Mais par exemple, quand ils emmènent leurs enfants dans des concerts, dans des festivals, ne pas se mettre plutôt au fond, se mettre pas près d'une baffle et puis porter des casques. Il y a beaucoup d'actions de sensibilisation qui mettent à disposition des casques pour les enfants. Effectivement, beaucoup d'actions des associations qui œuvrent sur le terrain et qui, sur les festivals, invitent vraiment à ce qu'il y ait des kids, des casques kids, des casques enfants, pour partager les moments de festival entre parents et enfants. Et effectivement, c'est quand même, la musique reste un plaisir, mais c'est comment mieux faire, comment consommer quelque part la musique, mais autrement, sans les risques. J'entendais dépistage vocal, et je pense que le professeur Puel va nous éclairer entre le tonal, le vocal. Non, c'est pas de ça dont je voulais parler. Je voudrais juste compléter ce qu'a fort bien décrit le professeur Antaïvan. C'est vrai qu'il y a la maturation du système nerveux. Tu as dit 16 ans, ça peut arriver jusqu'à 20 ans dans certaines études. Et puis alors, il y a bon, c'est à la mode, je sais bien, mais il y a quand même tout le volant des surdités cachées et donc des neuropathies où aujourd'hui, il est quand même démontré qu'on peut avoir un audiogramme parfaitement normal et avoir perdu 50% des fibres du nerf auditif. Alors je ne dis pas que c'est le cas chez les enfants, chez tous les enfants, etc. Mais dans les tests que tu as décrits dans le bruit, c'est des choses, ça aussi, qu'on peut déceler. Donc l'audiométrie, alors tonale, on me tend la main, l'audiométrie tonale, on utilise des sons purs, donc des sons artificiels qui n'existent pas dans la nature, et on demande au sujet de détecter les sons les plus faibles qu'on peut percevoir. Alors pour faire ça, dans le nerf auditif, on a des fibres qui sont très sensibles, etc., mais qui paradoxalement sont très résistantes au bruit, au vieillissement, à tout un tas de pathologies, y compris certains médicaments ototoxiques, etc. Par contre, les fibres du nerf auditif
qui codent pour les sons les plus forts, sont les plus fragiles, paradoxalement. Elles ne sont pas suffisamment équipées. Bon, je ne vais pas rentrer dans mitochondrie, etc. Je ne vais pas rentrer dans les mécanismes, mais c'est les plus fragiles. Donc quand vous faites une audiométrie et que vous testez les sons faibles, les fibres les plus sensibles sont là, elles marchent, pas de problème. Par contre, les autres ont disparu, vous ne les voyez pas, et elles sont hyper importantes pour détecter dans le bruit. Et c'est pour ça donc que tous ces tests dans le bruit que tu as décrits, Hong, sont hyper importants. Voilà. Et puis, alors l'audiométrie tonale, c'est des sons qui n'ont pas de signification. L'audiométrie vocale, on vous demande de répéter des mots, etc. Donc c'est beaucoup plus écologique. Et puis on a des audiométries tonales dans le bruit qui sont encore plus proches de la réalité, parce qu'en général, quand on écoute, quand on converse avec les personnes, il y a souvent du bruit autour. Merci à vous, professeur Puel. Et effectivement, donc on a un sentiment qu'on va lâcher les dépistages de la tonale pour aller vers des volcas dans le bruit de plus en plus à l'avenir. C'est ça, hein, effectivement. Oui, d'ailleurs, le test vocal, la compréhension de la parole dans le bruit, est le 4e critère d'éligibilité à l'appareillage auditif que nous avons fait rajouter en 2018, lorsque nous avons revu à la HAS la nomenclature des prothèses auditives. Donc c'est un critère extrêmement important, et on sait que c'est la première gêne. Mais c'est vrai aussi que je pense qu'un père, une mère a les moyens, un enseignant, un accompagnant a les moyens de repérer une gêne auditive chez l'enfant. C'est aussi la manière dont l'enfant se positionne ou demande d'être positionné dans la salle de classe pour pouvoir percevoir clairement les consignes et suivre un cours. Hein. Donc on a quand même des éléments indirects. Et moi, ce que j'observe dans mes consultations, c'est que les parents se posent la question, comme ça a été souligné tout à l'heure par l'enquête. Oui, juste, il y a des tests dans le bruit aussi qui sont faits spécialement pour les enfants. Hein, voilà. Et je voulais rebondir sur ce que disait le professeur Parietti, où je pense que c'est les chiffres qui sont révélés par l'enquête sont extrêmement importants et ils doivent nous alerter parce qu'il peut y avoir une fragilité induite par l'exposition au bruit chez ces petits-enfants ou jeunes enfants, qui ne sera pas nécessairement dépistée immédiatement parce que l'audiométrie qui sera faite en contrôle ou les tests qui seront faits seront plutôt rassurants. Mais il y a, et le professeur Puel le disait, une fragilité induite de l'oreille et on risque de voir très précocement plus tard, lorsqu'ils vont grandir, lorsqu'ils seront jeunes adultes ou adultes, de voir ces surdités. Et on peut faire l'analogie avec la situation d'il y a 30 ans de nos adultes exposés au bruit, notamment dans un cadre professionnel, avant que les actions de prévention, de port de protecteurs anti-bruit soient plus efficaces comme ça l'est actuellement. On voyait, nous, audioprothésistes, arriver dans nos laboratoires, des patients à 55, 60, 65 ans et qui avaient des audiogrammes de 85 ans. Des gens qui avaient eu une accentuation de la perte auditive liée à l'âge par le fait qu'ils avaient été exposés au bruit antérieurement, même si à ce moment-là, quelques dizaines d'années avant, lorsqu'ils étaient exposés au bruit, les audiogrammes n'étaient pas nécessairement très alarmants. Donc je pense qu'il faut faire et se servir de cette expérience-là pour avoir une alerte très importante sur les éléments chiffrés de cette enquête. On pourrait presque faire une analogie comme le mélanome, où finalement on a un capital cutané, que voilà, un capital soleil. Et ben, il faut changer ça pour le capital oreille, pour ce qui nous concerne. Enfin, je trouve que ça, c'est une petite phrase qui peut être percutante. Un coup de son, c'est comme un coup de soleil. Donc effectivement, alors j'ai des questions en régie, parce qu'on a parlé des casques, et donc il y a une question, et on l'a souvent cette question, quel est le meilleur casque? Est-ce que des casques à réducteur de bruit pour les parents qui ont envie, justement on parlait de plaisir, de partage de la musique au travers de la musique, de partager son style musical, de faire découvrir à son enfant, on parle même parfois de le stimuler également. Et donc la question qui est arrivée, effectivement, est-ce qu'il faut, avec du réducteur de bruit, est-ce que c'est meilleur qu'un casque, etc. Alors effectivement, donc il faut prendre en compte aussi que les normes qui ont été effectuées, par exemple les 80 décibels pendant 8 heures ou 100 décibels pour le dispositif, ont été réalisées sur un conduit auditif adulte, à approximativement 2 cm3. Chez l'enfant, on a un conduit qui est beaucoup plus petit, le volume en fait est beaucoup plus petit. Ça veut dire que si on mesure la pression acoustique en fond de conduit,
on va peut-être avoir un niveau qui va être de 90 décibels, voire 95 décibels sur certaines fréquences. Donc premièrement, il faut baisser le niveau. Quand on peut, on prend un casque classique, on va amplifier le son, la musique ou peu importe. Mais quand on peut, financièrement, on peut prendre des casques anti-bruit. Pourquoi? C'est parce que pendant les trajets en voiture ou dans le train, lorsqu'on écoute de la musique au calme, on met un certain niveau confortable. Dès qu'il y a du bruit autour, premier réflexe qu'on va faire, c'est augmenter le son du casque. Pourquoi? C'est pour couvrir le bruit environnant. J'ai demandé à nos stagiaires et puis aux personnes autour de nous si c'était un comportement qui était régulier et puis reproductible. Et ben on est tous à peu près majoritairement à augmenter le son lorsqu'il y a du bruit ambiant pour s'isoler, pour apprécier un petit peu plus la musique. Dans ce cas-là, même avec un casque anti-bruit, justement avec un système de réducteur de bruit actif, ça peut être intéressant justement pour ne pas dépasser ce niveau qui peut être délétère. Deuxième chose aussi, quand je regardais un petit peu les études, il y a aussi des parents qui mettent des casques en fait aux enfants pour les endormir. Donc là, c'est un petit peu contradictoire. Quand on pousse un petit peu le cheminement et on leur pose la question plus précisément, que mettez-vous dans le casque de vos enfants et pourquoi mettez-vous un casque à moins de 6 ans pour l'endormir? Premièrement, en fait, parce que ma femme en fait travaille en PMI et je lui ai demandé de sonder un petit peu pour venir ici. Et elle m'a dit que certains parents mettaient des bruits blancs, en fait des bruits entre guillemets qui ressemble à un bruit d'aspirateur. Si vous remarquez que votre enfant, par exemple, sur un petit cosy, vous passez l'aspirateur, il s'endort un petit peu plus facilement. Et ben, certains parents pensent, avec l'information qui circule sur Internet et les réseaux sociaux, qu'en mettant ce type de bruit chez l'enfant, on va faciliter l'endormissement. Donc on remplace un petit peu la berceuse par des casques avec des sons qu'on peut mettre à l'intérieur. Deuxième type de stimuli qu'on envoie, c'est de la musique classique. Ils pensent qu'en fait, en mettant de la musique classique chez les bébés, ou des très jeunes enfants, on va développer entre guillemets leur oreille pour qu'il y ait une discrimination fréquentielle plus importante. Et on est obligé de leur expliquer que c'est vraiment l'écoute active, la pratique de la musique et l'écoute passive qui vont plutôt développer ça. Et non pas mettre le casque sur l'enfant pour qu'il puisse s'endormir avec ou même dans la journée. Donc il vaut mieux privilégier le champ libre et surtout aussi, si on peut, faire des pauses toutes les 45 minutes, faire des pauses de 10 minutes. D'accord ? Donc ça, c'est des recommandations qui ont été faites par le ministère et il faudrait relayer entre guillemets ça. Donc on ne va pas priver, comme le disait le professeur Parietti, on va quand même leur laisser le plaisir d'écouter de la musique, mais il faut faire des pauses et bien sûr y aller modérément. Là, vous avez parlé de seuil de décibels. C'est quoi le seuil de dangerosité qu'on le rappelle peut-être Oui. Le seuil de dangerosité chez l'adulte, on le connaît. Et encore, on a les 80 décibels. Le professeur Parietti a fait une très belle étude d'ailleurs qui montre que chez des ouvriers exposés à 80 décibels pendant 8 heures, mais quand on mesurait l'audiogramme avant et après, on avait une élévation des seuils réversibles, mais bon. Peut-être Cécile, tu pourras en parler. Le problème, c'est que ces normes, c'est un peu comme les médicaments. On a eu pendant des années, toutes les normes de médicaments étaient faites pour des hommes. Maintenant, on s'aperçoit que la physiologie des hommes et des femmes, c'est pas la même. Et que probablement la posologie ne doit pas être la même. Mais pour les enfants, c'est pareil. Je veux dire, les doses de médicaments pour l'enfant et pour l'adulte ne sont pas les mêmes. Et quand on sait, je le redis, qu'une oreille d'enfant qui est en formation au moins jusqu'à 6 ans est plus fragile qu'une oreille d'adulte, les normes adultes ne doivent pas s'appliquer automatiquement à l'enfant. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de normes reconnues pour l'enfant. Alors pour compléter, effectivement, dans le milieu du travail, la norme qui est réglementairement admise, c'est du 85 décibels en pondération moi, donc en niveau de bruit moyen. Et donc nous, effectivement, on a fait des études. Alors, ce n'est pas chez les ouvriers, c'est des modèles animaux, où on a exposé des animaux
à des niveaux de bruit qui sont réglementairement admis, donc c'est considéré comme acceptable, et on a clairement mis en évidence, donc avec l'équipe de Pierre Campeau à l'INRS Nancy, qu'il y avait une presbyacousie, donc un vieillissement du système auditif qui était plus prononcé et plus prématuré que chez quelqu'un qui n'avait pas été exposé au bruit. Et j'insiste sur le niveau acceptable et réglementairement admis de l'exposition. Et par ailleurs, donc ça, c'est bien entendu, ça concerne les adultes, mais pour les enfants, je pense que en plus de donner des consignes très pratiques du style, voilà, on fait les pauses comme pour la conduite, je pense que remettre en avant le bénéfice du silence est une chose très importante. On est dans une société du toujours plus de bruit, de lumière, de musique. On ne conçoit plus de s'éclater sans s'en mettre plein les oreilles. Mais je pense que de la même façon que il y a des études développementales qui ont mis en évidence que de surstimuler en permanence les enfants, ça avait des conséquences sur leur développement. Je veux dire, c'est lorsque l'enfant s'ennuie qu'il devient créatif, et c'est lorsque l'enfant est dans le silence qu'il peut se reposer et se recentrer. Donc ça, je pense que c'est très important de mettre en avant ça vis-à-vis des parents, parce que les parents veulent bien faire, donc ils veulent mettre leur enfant au centre des activités, de stimulation, mais quelquefois l'ennui et le silence sont des piliers pour un développement harmonieux. Oui, effectivement, ce que disait Françoise Dolto, disait de l'ennui naît la créativité. Un grand merci à toutes et à tous. Merci beaucoup aux experts d'avoir contribué aujourd'hui à apporter la bonne information. On parle beaucoup de fake news. Là, on était sur la bonne information et on vous remercie tous. Et on vous donne rendez-vous, prochaine étape. Il y a aussi l'entreprise qui sera au mois d'octobre pour la campagne Semaine de la santé auditive au travail.